Okay, so we're at 10:30, so we'll get started. Il est 10h30, nous allons donc commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue. Merci beaucoup d'être ici à la deuxième séance, au deuxième webinaire du programme de surveillance du suivi des évaluations environnementales. J'aimerais reconnaître la nation algonquin, sur les terres de laquelle nous sommes réunis dans la plupart des cas. Le sujet d'aujourd'hui est le programme de suivi de surveillance environnementale. Nous sommes donc contents d'avoir certains participants avec nous pour faire des présentations là-dessus. Nous allons commencer par une présentation, après quoi il y aura la présentation suivie par une session de questions-réponses sur la présentation. Après cela, j'aurai quelques observations en conclusion et je vous donnerai les dates du prochain webinaire sur le programme de surveillance. Commençons par quelques questions de logistique. Parlons du format. Il y aura quelques pauses pendant la présentation pour vous donner la possibilité de poser des questions. Nous aurons également une séance de questions-réponses formelle à la fin. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont avec nous du programme de surveillance environnementale. Ils vont se présenter. Je commencerai par Carla. Bonjour, je suis Carla, chef de section au laboratoire Chalk River pour le programme de surveillance et je ferai cette présentation avec ma collègue. Annie, allez-y. Bonjour, merci Mitch. Je m'appelle Annie Morin, je suis le chef de section de la direction des ressources naturelles avec les services environnementaux. J'appuierai Carla aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Mitch McKay, je suis le directeur des relations avec les intervenants. Je travaille sur les projets comme les sites d'enfouissement près de la surface. Je serai le modérateur ou l'animateur de ce webinaire aujourd'hui. Il y a aussi quelques autres personnes en ligne avec nous pour nous aider avec les questions-réponses. Je leur demanderai de se présenter avant de répondre au cas où. Pour aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de se faire voir sur vidéo et de poser des questions. Mais pendant la présentation, je vous demanderai de rester en sourdine. Si vous avez une question, levez la main avec la fonction « Lever la main » qui est au bas de l'écran de la plateforme Zoom. Vous voyez la petite main sous la rubrique Réaction. Si vous cliquez sur Réaction, vous verrez qu'un de vos choix, c'est de lever la main. Et si vous avez levé la main, je vais vous demander de faire appel à vous quand il est temps pour vous de poser votre question. Vous verrez également au fond qu'il y a un bouton pour l'interprétation. Ce webinaire est disponible dans les 2 langues officielles, donc en français et en anglais. Vous pouvez avoir accès à l'interprétation en cliquant sur le bouton interprétation qui là aussi est au bas de la fenêtre Zoom. Sélectionnez la langue que vous voulez entendre et vous aurez l'interprétation quand on parle dans l'autre langue. Il y a un petit recul, un petit retard avec l'interprétation, c'est toujours le cas.
Si vous posez une question en français, s'il vous plaît, parlez clairement et lentement pour aider les interprètes. So just a few clarifications. Today's topic is the environmental monitoring. Quelques détails. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le programme de surveillance environnementale. C'est sur ce programme que nous allons nous concentrer. Si vous avez des questions qui sont sur un autre sujet, s'il vous plaît, prenez-les en note et nous serons heureux de faire un suivi avec vous pour vous répondre. Si nous pourrons répondre aujourd'hui, nous serons contents de le faire. Il y aura quelques personnes en ligne pour répondre à des questions, mais je note une fois encore que nous voulons nous concentrer aujourd'hui sur le programme de surveillance environnementale. Donc, s'il vous plaît, restez bien axés sur le programme de surveillance environnementale et sur le programme de suivi de l'évaluation du programme. Je vous encourage également à poser vos questions par la fonction vidéo chat ou la fonction audio. Si nécessaire, vous pouvez taper votre question et je la poserai à votre place. Si vous êtes à l'aise, posez votre question vous-même en utilisant les fonctions audio ou vidéo. Bon. Nous allons donc maintenant donner la parole à Carla. Merci, Mitch. La présentation d'aujourd'hui porte sur le volet environnement, le programme de suivi environnemental. Je vais utiliser l'acronyme EAFMP, qui en anglais est la sigle du programme de suivi de l'évaluation du programme de surveillance environnementale. Il y a un petit retard. J'essaie de passer à la prochaine diapositive. Donc, voici un survol de notre présentation. Nous allons commencer par expliquer ce que le programme de suivi comporte. Après quoi, nous allons vous parler du programme environnemental qui est déjà en place avec la lumière sur la surveillance des contaminants et de la biodiversité. Enfin, nous allons parler des détails sur le programme de suivi sur les sites d'enfouissement de déchets près de la surface, la façon dont nous surveillons les emplacements, les paramètres à la fréquence, l'évaluation des résultats en étapes et la gestion et le signalement adaptif. Donc, quel est le programme qui fait un suivi du programme de surveillance? L'idée, c'est de surveiller les activités du projet NSDF. Nous aimerions vérifier les prévisions de la déclaration d'impact environnemental pour nous assurer qu'il n'y a pas d'impact à l'extérieur de ces paramètres du site d'enfouissement près de la surface. Nous voulons que les mesures d'atténuation agissent comme prévu. Nous voulons identifier les effets non anticipés et mettre en œuvre une gestion adaptive pour limiter ces effets non attendus. Il y a 4 composants: surveillance du contrôle opérationnel, la vérification des effluents, la surveillance des eaux et la surveillance environnementale, y compris la biodiversité. Il peut y avoir un chevauchement entre ces composants, mais il y a tout de même des aspects différents. Un programme de contrôle de surveillance doit surveiller le niveau de contrôle ou de traitement des émissions.
Un exemple de la surveillance du contrôle opérationnel serait une inspection visuelle de la poussière ou une confirmation que les clôtures qui sont là pour les tortues fonctionnent. La vérification de l'effluent est axée sur les effluents. L'analyse des contaminants qui sont présents dans les effluents libérés par les installations. L'analyse des eaux, la vérification des eaux est axée sur l'environnement qui reçoit les effluents ou les décharges. Quand on surveille la biodiversité, on veut voir l'effet des bouleversements physiques dans cet environnement. La présentation d'aujourd'hui porte sur le volet de surveillance environnementale. Il faut noter que le programme est en train d'être rédigé. Nous allons incorporer la rétroaction des nations autochtones, du grand public, des intervenants. Et ce programme et l'évaluation seront confirmées seulement après qu'elles aient été évaluées par la Commission de la sûreté nucléaire. Le programme est en conformité avec la loi sur la sécurité nucléaire, les règlements 9,1 sur la protection de l'environnement et en ligne avec les exigences de LNC sur les effluents, également en vertu de l'Association canadienne des normes et en conformité avec la loi sur les espèces à risque. Désolé, la lumière s'éteint. Et la loi sur les pêches. La surveillance des sites près de la surface seront alignés avec les autres programmes de surveillance sur le site de Chalk River. Commençons par voir le programme qui est déjà en place. Le programme pour le site incorpore la surveillance des effluents, de l'environnement et des eaux terrestres. Nous parvenons à suivre la migration des éléments dans tous les aspects de l'environnement, dans l'atmosphère, le biosphère et le géosphère. Par exemple, la surveillance des eaux sur les installations nous aide à comprendre le genre de surveillance qu'il faut avoir en amont. La surveillance des effluents liquides nous montre ce qu'il faut suivre et comment dans les cours d'eau de l'environnement qui reçoivent ces effluents et la décharge de fumée dans l'atmosphère nous permet de voir ce qu'il faut suivre à l'extérieur. La surveillance de la biodiversité fait partie de notre programme intégré de surveillance environnementale. Mais à cause des différentes pratiques entre la surveillance de contaminants et la surveillance de distribution et présence des espèces, nous allons traiter ces sujets de façon séparée dans la présentation. Ma collègue Annie va parler de l'aspect biodiversité du programme. Voici une diapositive qui vous montre un survol des trois programmes, effluents, environnemental et eau. Aujourd'hui, nous allons parler du programme environnemental. Le programme sur le site est aligné sur les normes et nous permet de surveiller une centaine de sites. Par exemple, les sables, les dépositions dans l'atmosphère, l'eau. L'objectif général de notre programme, c'est de surveiller et d'évaluer tout impact d'effluents
dans l'air et dans l'eau, dans l'environnement qui les reçoit, dans l'environnement naturel, sur le site et aux alentours du site. L'idée est d'évaluer les risques sur les humains et sur l'écologie, des contaminants et des stresseurs physiques venant du site, vérifier la conformité aux limites sur la concentration ou l'intensité de contaminants. C'est également une façon de voir si le contrôle et le contenant sont efficaces. Donc, en fait, c'est une approche redondante de défense qui nous permet de vérifier si les contrôles sont inadéquats. L'interprète signale que le son disparaît de façon régulière et il est donc très difficile à suivre. Quand est-ce que la surveillance environnementale est lancée? Notre programme contient une série de critères et d'exigences qui indiquent quand le programme de surveillance peut être nécessaire. S'il y a une liste, si une évaluation de risque indique qu'il y a des préoccupations, c'est là qu'on instaure un programme de suivi de l'environnement. S'il faut avoir la capacité d'identifier des conditions inattendues ou inhabituelles, s'il faut une évaluation, une surveillance pour appuyer une évaluation de risque, on peut l'utiliser à ces fins. Et si, bien sûr, s'il faut une surveillance pour d'autres raisons, s'il y a des préoccupations de la part des intervenants ou pour avoir une diligence raisonnable. Cette diapositive montre la distribution de sites de surveillance qui font partie de notre programme pour le site. Le plus grand cours d'eau que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est la rivière des Outaouais qui découle vers le sud-est. La ligne grise montre les limites de Chalk River. On voit les bâtiments près de la rivière et les parties oranges montrent d'autres installations. Nous surveillons donc 100 emplacements, une centaine sur le site et à l'extérieur du site. Ici, vous voyez ce qu'il y a sur le site comme site de surveillance. Les icônes sur la carte représentent les emplacements, qu'ils soient les eaux de surface, l'air ambiant, des positions atmosphériques, sédiments, poissons, produits la collecte se fait quand l'occasion se présente. Voici une diapositive semblable d'une plus grande distance qui montre la distribution des sites de surveillance à l'extérieur de la propriété de Chalk River. Au centre, vous voyez Chalk River. Et ceci vous montre que les emplacements de surveillance sont distribués d'après la direction du vent et dans la direction aval de la rivière. Nous commençons près de Ralston, 30 km en amont, et continuons jusqu'à Petawawa et Pembroke, qui sont quelques 60 km en aval de Chalk River. Carla, pouvons faire une pause? Nous avons une question. Bernine, est-ce que vous pouvez poser votre question en mode vidéo ou audio? Oui, bien sûr, merci. Ma question porte sur les diapositives 9 et 10. Vous parliez des objectifs de cette évaluation environnementale, de la surveillance environnementale. Et j'aimerais connaître le lien avec la planification en cas d'urgence. Quand vous trouvez un imprévu, comment est-ce que cela affecte le projet ou la mise en œuvre de mesures d'urgence?
Merci, c'est une très bonne question. Quand nous arriverons à la partie de la présentation qui porte directement sur le site d'enfouissement, vous allez voir nos mesures de gestion adaptive. Nous avons des critères qui lancent certains résultats et certaines mesures, que ce soit la modification d'un programme de surveillance, que ce soit des modifications de la stratégie d'atténuation. Mais il y a quelques diapositives, surtout dans la deuxième partie de la présentation dans laquelle nous en parlons. Pourriez-vous attendre qu'on y arrive? Je pense que j'en ai déjà un peu parlé. Mais vous entendrez plus sur notre stratégie de gestion adaptive. Oui, malheureusement, je dois partir parce que j'ai un autre engagement, mais je vais me rattraper parce que si je comprends bien, vous allez afficher l'enregistrement de ce webinaire. Merci. Puis-je continuer, Mitch? Bon, je vais continuer. Cette diapositive présente un survol du programme de surveillance. Le programme est assez bien établi. Nous avons plus de 60 ans de données et d'analyse. Nous faisons la collecte de plus de 2000 échantillons par an sur 60 emplacements sur le site et plus de 60 à l'extérieur du site. La fréquence d'échantillonnage, dans certains cas, est en continu. Par exemple, pour l'air ambiant, hebdomadaire pour les eaux de surface ou annuellement pour les produits jardiniers. C'est pendant la saison de croissance. Les analyses sont basées sur les sources de contaminants, des analyses pour les radionuclides, les ions majeurs, les métaux et toute une gamme de composants organiques et inorganiques. Les données du programme sont évaluées de façon systématique. Nous comparons les résultats à des critères de dépistage qui nous permettent de voir s'il y a quelque chose qui change. Nous comparons également les données pour voir s'il y a des changements dans les biotas terrestres ou dans les eaux. Il y a un programme d'assurance de qualité globale pour assurer la qualité des données. Chaque année, nous évaluons notre programme de façon critique pour assurer une amélioration continue, pour voir s'il y a des changements qui doivent y être apportés. Et bien sûr, tous nos résultats sont résumés et soumis à la Commission de la sécurité nucléaire. Vous voyez l'exemple d'un aire de jardin où il y a des produits jardiniers que nous suivons. Plus bas, vous voyez une station de surveillance. Ici, vous voyez un portrait rapide. Je ne peux pas bien expliquer ce qui se passe dans tous les cas, mais vous voyez un cours d'eau, lac Perche. Les polygones orange sont des sites de gestion de déchets. Et plus loin, il y a des aires de dispersion de liquide inaudibles. Il y a deux ruisseaux qui se déversent dans le lac Perche. Il y a deux ruisseaux qui quittent également le lac. Nous avons vu que la qualité des eaux de surface est affectée dans certaines parties du lac. Les impacts sont associés avec des anciennes méthodes de gestion de déchets, par exemple sans barrières fabriquées. Seulement quelques contaminants parviennent à migrer
comme le tritium et le strontium, et les tendances montrent que les conditions sont stables ou s'améliorent. Donc, la graphique à gauche vous montre que les concentrations de tritium en becquerel, millibecquerel par litre dans le ruisseau South Swamp et dans le ruisseau East Swamp, vous voyez que les concentrations de becquerel à Perch Lake, à l'entrée et à la sortie du Perch Lake, du lac Perche. Pour ce qui est dans les concentrations à l'extérieur du site, les niveaux ont été très faibles. Donc, nous nous concentrons sur la santé humaine plus que la santé écologique. Pour les humains, les doses sont négligibles. Ils sont moins de 1% de la dose limite. J'ai également montré une graphique qui montre la concentration de tritium dans la rivière des Outaouais en amont et en aval de Chalk River en becquerel par litre. Les colonnes rouges et vertes sont les concentrations en aval. Elles montrent que ces niveaux sont bien au-deçà des lignes directrices pour l'eau potable, qui est la ligne que vous voyez en haut du graphique à 0,5% de la limite pour l'eau potable. Notre surveillance, la surveillance qui fait partie de notre programme de surveillance sur le site, est elle-même assujettie à une surveillance indépendante. Elle a été en 2000, 2005 et 2011 pendant ces années-là. L'EACL a commissionné l'Université navale pour faire une surveillance indépendante sur le site de Chalk River. Ils ont fait une collecte d'échantillons et ont publié leurs résultats sur leur site web. Ceci conclut notre description de la portion qui porte sur les contaminants. Dans les prochaines diapositives, ma collègue Annie va vous donner une description de l'aspect biodiversité de notre programme de surveillance. Mais avant de lui donner la parole, je vais voir si vous avez des questions sur ce que nous avons déjà couvert. Désolée, je dois allumer la lumière. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dont nous avons parlé jusqu'ici? Mitch, tu pourras me dire quand intervenir, le cas échéant. Bien, nous allons suspendre un petit peu, quelques instants, et essayer de répondre aux questions. Alors, levez la main et je ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bon, il semble qu'il n'y ait pas de questions pour l'instant, mais j'imagine qu'on peut poursuivre. C'est à Annie de poursuivre. Très bien. Merci, Carla. Alors, bienvenue, Annie. Merci, Mitch. Dans les prochaines diapositives, nous allons parler de la composante de biodiversité dans le programme de surveillance. Et le but du programme de biodiversité, c'est de recueillir des données de référence de manière à garantir la sécurité des espèces piscicoles et de leur habitat. Changer et repérer également les changements dans cet habitat et également
de fournir des données pour l'évaluation de la santé de l'environnement et également prévoir les mesures d'atténuation pendant les différentes phases du projet. Alors, il y a des centaines d'espèces en lac. Et donc, il n'est pas possible de surveiller individuellement toutes les espèces. Merci, Carla. Voilà, d'avoir affiché la chose. C'est pourquoi donc, on déclenche la surveillance si une espèce est protégée légalement par les lois fédérales ou si son habitat risque d'être affecté par les opérations des laboratoires nucléaires canadiens et si les mesures d'atténuation sont en place pour les protéger ainsi que leur habitat et s'il faut assurer un suivi. Pour d'autres raisons, par exemple, les préoccupations des parties prenantes ou encore la diligence raisonnable. Et nous avons également, parfois, il faut capturer des spécimens. Et par exemple, nous avons certains pièges et nous avons également des systèmes d'enregistrement automatique. Et donc, notamment, nous utilisons également d'autres pièges, d'autres NAS pour certaines espèces. Donc, voici donc maintenant la carte qui concerne plus de 100 espèces qui sont surveillées, ainsi que les emplacements. Et on trouve des exemples d'espèces comme par exemple les tortues, les chauves-souris, les amphibiens et également certaines hirondelles, entre autres. Et nous avons également ce que l'on appelle le Emerald Ash Borer. Et également, nous avons d'autres sources d'observation. Et vous avez dans la légende des informations supplémentaires sur le nombre exact des différentes espèces et également de leur habitat. Et maintenant, vous avez un point de vue général du programme de surveillance du point de vue de la biodiversité. Et donc, nous avons un programme qui est déjà bien ancré, bien établi, et qui se trouve également, qui a quand même des collectes de données qui portent sur plus de 10 000 points d'observation et plus de 10 000, 200 sites d'observation pour la biote. Et nous avons également des fréquences qui sont réglées pour les échantillonnages et donc pour certaines surveillances et certains sondages se font tous les ans et d'autres tous les 5 ans. Et nous essayons de dégager les tendances et nous utilisons ces informations pour renseigner les projets. Et nous avons, grâce à des examens annuels des opérations liées au programme, nous pouvons améliorer l'identification et la mise en œuvre. Et voici quelques exemples. On peut revenir, Carla, d'une diapo. Voilà, merci beaucoup. Et donc, vous voyez en haut à droite, vous avez une photo. Nous avons donc cette tortue qui avait été capturée dans le cadre d'un programme de collaboration. Et en bas, vous avez une petite une chauve-souris et une espèce particulière que nous avons capturée dans une étude en collaboration avec l'Université de Trenton et notamment dans le cadre de l'étude du changement climatique. Et on s'est servi de la tour d'observation. Merci beaucoup, Carla. Diapositive suivante. Merci. Et donc, je vais vous donner un point de vue du cycle complet avec les résultats des observations des différentes espèces. Les choses se sont faites sur place et comme je l'ai dit, c'est depuis 2009 que nous faisons ces études sur les différentes sources de biotes avec une grande diversité.
Et donc, nous avons maintenant des sondages ou des enquêtes qui se font de façon routinière. Et en plus, nous nous fondons également sur les observations que peuvent faire nos employés lorsqu'ils se déplacent. Et nos employés sont en quelque sorte nos yeux et nos oreilles pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, ils ont des protocoles pour des comptes rendus. Je prends d'exemple, en bas à gauche, vous avez une photo de l'opuscule, le petit guide que nous distribuons à nos employés pour qu'ils reconnaissent les différentes espèces. Une fois que l'on a recueilli ces informations, sur la base des définitions données pour les espèces et pour l'Arabidat, à ce moment-là, nous contactons Environnement, Changement climatique Canada, où nous nous fondons sur les données qui proviennent du ministère du Développement, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts, ce qui nous permet d'identifier les habitats. Et ici, nous en donnons au milieu un exemple pour les tortues dont nous parlions. Et donc, nous voyons qu'il y a des traversées de ces habitats. Et donc, c'est basé sur les attitudes et les attributs des spécimens qui font l'objet de l'observation. Et ensuite, nous pouvons faire un tracé des parcours ou une cartographie des parcours. Et ensuite, lorsqu'il y a des habitats, il y a identification des habitats critiques, eh bien, nous pouvons prendre des mesures d'atténuation dans le but de protéger les spécimens ou les espèces intéressées. Et comme vous voyez la photo à droite, eh bien, vous avez des systèmes d'observation qui sont placés le long de nos routes. Diapo suivante, et nous avons parallèlement aux mesures d'atténuation, nous voulons également de façon active améliorer l'habitat. Donc, nous avons des barrières pour la protection et d'autres mesures. Et maintenant, lorsqu'il n'est pas possible de faire un recensement des habitats, alors nous faisons des désignations. Par exemple, nous savons qu'il y a, par exemple, des bâtiments qui sont destinés à être démolis, mais qui sont utilisés pour la nidification des hirondelles. Et donc, nous essayons de trouver des mesures d'atténuation. Nous avons des mesures qui sont destinées à telle ou telle espèce. Je pense en particulier à la plantation de certains arbres, des espèces protectrices. Et cela élargit également la base de données que nous avons de ces espèces. On comprend mieux le comportement des individus qui composent le groupe. Voilà qui termine maintenant l'exposé sur la composante de biodiversité. Je vais maintenant suspendre mon exposé et répondre à des questions avant de restituer la parole à Carla. Merci beaucoup, Annie. Donc maintenant, je vous demande si vous avez des questions à poser. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Si des gens veulent venir de s'avancer, je veux dire virtuellement, bien sûr, eh bien, placez la petite main ouverte. Si vous avez des difficultés, vous pouvez également dactylographier votre question. Alors, Sandra pose une question. Allons-y. Est-ce que vous faites des prises d'échantillons de tissus des mammifères et des espèces aviaires, des oiseaux? Excellente question. Cela fait partie de la gestion adaptative. Mais maintenant, pour ce qui est du programme d'évaluation du risque pour l'environnement, nous prenons des échantillons de tissus en fonction des besoins. Merci. Merci de la question, Sandra, d'avoir lancé la discussion. Et ça peut-être donner à quelqu'un le temps de savoir s'il y a peut-être d'autres questions à poser. Est-ce que vous avez les moyens de communiquer avec nous?
Okay. I'm not seeing anything coming in. Bien, je ne vois rien pour l'instant. Je vais redonner la parole à Carla. Merci, Mitch. C'est à toi, Carla. Bien, passons à la diapositive suivante, si vous le voulez bien. C'est la deuxième partie de la présente, ou la troisième partie. Est-ce que donc le programme de surveillance de l'environnement accompli? Et n'oubliez pas que donc ce programme n'est que l'un des éléments du programme de surveillance de l'environnement. Et donc, on va dire le MPE. Eh bien, ce n'est pas très différent. Et donc, le MP, ou si l'on préfère pour le NSDF, c'est quelque chose qui s'intéresse à l'environnement et à l'impact. Et cela peut être affecté par les activités du NSDF. Et donc, nous voulons voir ce qui pourrait être affecté par toutes les opérations. Et cela comprendrait les activités du centre NSDF. Donc, avant d'expliquer les activités particulières du NSDF, parlons des différentes composantes du SNDF et également, nous allons faire référence à certaines de ces composantes alors que nous décrivons les activités, notamment pour déterminer ce qui va devoir être suivi et quand. Donc, le NSDF est fait pour le dépôt de déchets radioactifs à faible. Et maintenant, je vais utiliser ma souris. Et donc, vous avez des enceintes d'endiguement qui seront construites. La première se trouve dans la portion supérieure et donne également la capacité pendant les 25 premières années. Et donc, ce monticule, qui est une installation d'endiguement, comprend plusieurs réservoirs qui seront remplis un à la fois. Et ensuite, on mettra une couverture pour empêcher qu'il y ait pénétration dans ce monticule d'éléments extérieurs. Et il doit y avoir également un système d'écoulement et de lessivage que vous voyez en blanc. Et puis, vous avez le traitement des déchets ou des effluents de manière à recharger la nappe phréatique ou également en la reconstituer par d'autres moyens. Le projet aura lieu en 4 phases: construction, exploitation, fermeture et post-fermeture. Et pendant la phase de construction, c'est-à-dire lorsque l'on va déterminer le périmètre et les différentes composantes, j'aurais dû mentionner également qu'il va y avoir également un système de gestion de l'eau que j'aurais dû mentionner auparavant. Et nous allons avoir également 3 mares ou 3 étangs pour les eaux d'écoulement ou les eaux pluviales. Et donc, nous allons avoir également une installation de traitement des eaux usées. Et donc également, on aura également la mise au point de ces installations d'élimination avec fermeture de ces différentes cellules ou de ces différents alvéoles. Et c'est là que seront recueillis les résidus de lessivage. Et c'est là que l'on va ensuite éliminer ces effluents de façon directe ou à travers ces installations.
Et ensuite, au moment de la fermeture, on éliminera les composantes de ces effluents. Et également, on mettra au repos les installations qui ne sont plus utiles. Et vous remarquerez que l'installation de traitement des eaux usées continuera de fonctionner jusqu'à la fermeture définitive de ce monticule d'endiguement. Et donc, il va y avoir surveillance de manière à vérifier que la qualité de l'endiguement reste intacte. Les objectifs de surveillance pour ce programme de surveillance sont organisés en fonction de disciplines environnementales. Et ça se trouve dans la colonne tout à fait à gauche. Et donc, s'agissant de l'environnement, l'un des objectifs de l'EMP est de vérifier les différentes prédictions concernant la préservation de la qualité de l'air. Et donc, s'agissant de la préservation des différentes surveillances, on veut préserver la composition des terres humides ou des marécages, de manière à ce qu'il n'y ait pas donc d'effet contraire sur la qualité des eaux de surface. Et nous avons également, au niveau terrestre, nous voulons faire une surveillance de la préservation, en vue de la préservation de la biodiversité. Et le but de ce programme de surveillance consiste à suivre les prévisions en matière de biodiversité de manière à confirmer l'efficacité des mesures d'atténuation qui ont été mises en place. Et également pour peut-être fixer des objectifs supplémentaires de manière à faire des sondages sur les monticules d'endiguement. Et la dernière discipline, concerne la radioactivité par tranche à différents étages, donc de manière à vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation. Et on le rappelle, donc, ne prévoit pas maintenant d'effets néfastes dus dans aucun de ces différents environnements. Et cette diapositive montre maintenant les différentes activités de surveillance prises individuellement et donc les place également sur un parcours chronologique ou calendaire, si l'on préfère. Donc, commençons par la construction. Eh bien, cela suppose plusieurs activités de surveillance. Ça va déclencher plusieurs activités de surveillance. Surveillance de la qualité de l'air, notamment pour éviter qu'il y ait des effluents radiologiques, parce que vous imaginez que la construction suscite beaucoup de poussière, donc cela justifie qu'on le surveille. Et la construction crée des perturbations physiques. Et notamment, cela peut affecter également la hauteur des eaux qui se trouvent sur les terrains vagues. Et lorsqu'il y a des perturbations liées aux travaux, à la construction, et cela nécessite également que l'on surveille la préservation de la biodiversité, notamment au niveau de la reproduction. Et là, regardez un petit peu en haut, donc on surveille par exemple la qualité de l'air pour les terres non humides. Ça se fera pendant les travaux et pendant l'exploitation. Pour aussi que la surveillance pour la biodiversité, elle commencera au moment des travaux et se poursuivra également en comprenant, en englobant la phase de clôture. Et l'autre, la phase d'exploitation. Donc, lorsque l'on veut en tenir compte au niveau de la conception des travaux d'ingénierie, c'est là que l'on en arrive à la surveillance du degré de radioactivité, et cela n'existe et ne se fait que pendant la phase d'exploitation. On doit également surveiller la qualité des eaux de surface
et également de la radioactivité ambiante. Et ces activités se poursuivent également après la clôture. Quelques diapositives encore, y compris celles que vous voyez, qui vous donnent une idée beaucoup plus détaillée de chacune de ces activités de surveillance. Commençons par la qualité de l'air. Donc, c'est une diapositive un peu chargée, je vais y aller lentement. Donc, le but, il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous voulons pouvoir confirmer que l'air, la qualité de l'air correspond aux critères. Et cela nous permet également d'évaluer les risques, notamment pour le biote non humain, mais également le biote humain, de manière à avoir des repères pour un étalonnage. Et donc, nous proposons de surveiller 4 lieux, qui se trouvent à l'intérieur du NSDF et l'autre qui se trouve dans la région des monticules d'endiguement. Et donc, la surveillance se fera de manière, notamment pour les particules en suspension, le plomb, le mercure, la poussière, la radioactivité de la poussière et également le tritium, le radon et les radiations gamma. Plusieurs activités de surveillance qui ne font pas partie du programme de surveillance de l'environnement, mais je les ai notées ici, et qui font partie de l'OCL, c'est-à-dire la surveillance pour le contrôle d'exploitation ou opérationnel. Et donc, il va y avoir jour après jour, des inspections visuelles pour ce qui est de la présence de poussière. Et il va y avoir également, pour ce qui est des monticules d'endiguement, il va y avoir une prise d'échantillons sur 30 mètres. Et puis, il va y avoir également des sondages de sous-surface superficiels qui comprennent le méthane, l'oxyde de carbone et également le sulfure d'hydrogène. Et ensuite, nous avons également une surveillance qui se fait pour un grand nombre de paramètres qui sont énoncés ici. Nous avons déjà les particules en suspension qui sont surveillées tous les 6 jours pendant une période d'échantillonnage de 24 heures. Et donc, cela correspond aux normes de l'industrie et le plomb et le mercure sont mesurés de façon empirique de manière à voir quel est le lien avec les matières, les particules. Et donc, il y a un facteur de déclenchement qui permettent de bien s'assurer que l'on n'a pas dépassé certains seuils. Donc, il y en a d'autres pour d'autres matières en suspension avec des intervalles d'une semaine pendant 24 heures et également la radioactivité pour le carbone 14, le radon, les radiations gamma. Et donc, vous avez également d'autres qui sont trimestriels et semi-annuels pour les radiations gamma. Et les activités qui font partie du contrôle sont également énumérées. Et l'inspection visuelle concernant la poussière se fait quotidiennement. Et puis, donc, il va y avoir également le périmètre de 30 mètres qui se fait toutes les semaines. Et pour d'autres gaz, c'est-à-dire les sondages superficiels au sol se feront périodiquement en période de clôture. Et à droite, vous voyez une photo d'un échantillonneur pour l'air. Et là, en bas, vous avez un exemple de station d'échantillonnage du carbone 14 et du tritium. Alors maintenant, pour ce qui est de l'écoulement des eaux de surface et de l'élévation des nappes d'eau, notamment pour les marécages,
Il s'agit, dans ce but, de confirmer les prédictions selon lesquelles il n'y aurait pas de changement dans la composition de ces surfaces marécageuses et donc que cela reste analogue ou similaire à la période pré-travaux. Et donc, nous proposons de surveiller des lieux qui se trouvent en aval des monticules, d'endiguement et des différents sites et également des sites d'enfouissement à faible profondeur. Nous proposons de surveiller donc des cours d'eau qui se trouvent à l'est de ce marécage, donc en aval. Nous voulons également surveiller les principaux cours d'eau afin que les travaux n'affectent pas l'exploitation de NSDF et donc que l'on puisse vérifier l'acceptabilité par rapport aux paramètres et notamment les variations naturelles du débit de l'eau et le niveau de l'eau. Et la fréquence que nous proposons pour la surveillance est une fréquence hebdomadaire. Et dans ces trois emplacements, ils font partie de notre programme routinier de surveillance. Et donc, cet intervalle hebdomadaire devrait suffire pour déterminer le débit de l'eau, le niveau de l'eau, et également permettre de surveiller les différences en fonction des événements météorologiques. Et puis alors en bas, vous avez deux photos. Tout d'abord, vous avez le demi-barrage qui se trouve à l'extrémité du marais oriental et l'autre à Perch Creek. Et donc, vous avez une surveillance encore une fois de la qualité du niveau de l'eau, du débit et du niveau de l'eau. Et le système est déjà en place. Et donc, nous pouvons décider d'appliquer différentes méthodes pour ce qui est de mesurer le débit et le niveau de l'eau. Et nous avons également la surveillance de la qualité de l'eau de surface. Et donc, les eaux d'entrée qui sont particulièrement touchées comprennent les emplacements qui sont indiqués en orange ici. Et le but consiste à confirmer les prédictions selon lesquelles il n'y aurait pas d'effet néfaste marqué en aval du fait des activités du NSDF. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le débit pour le marécage est, celle qui sort également de Perch Lake et également Perch Creek. S'agissant maintenant des paramètres que nous allons employer pour ces différents emplacements, eh bien, c'est tout un éventail de paramètres qui répondent aux différentes préoccupations concernant le terrain et également avec le lessivage des eaux de surface. Ceci comprennent les caractéristiques physiques comme le pH, la température, l'oxygène dissous, la conductivité. Les deux derniers, la conductivité et l'oxygène dissous, sont de bons indicateurs de l'habitat aquatique, la santé de l'habitat aquatique. Les paramètres non radiologiques, le phosphore, les solides suspendus, certains métaux, les produits volatiles, les anions comme les nitrites et les paramètres radiologiques également. Nous proposons de surveiller l'activité brute de particules alpha et bêta. Si nous voyons des niveaux élevés, nous pouvons également faire des analyses spécifiques aux radionuclides
Nous allons également analyser les échantillons avec des spectromètres gamma pour pouvoir bien analyser l'effluent de la plante de l'usine de traitement des eaux et le tritium, bien sûr. Ces analyses seront faites de façon hebdomadaire au barrage de l'Est, hebdomadaire à PL2 et PLO, et chaque mois au barrage de Perch Creek. Les prochaines diapositives portent sur les activités de surveillance qui portent sur la biodiversité. Donc, Annie, je vous passe la parole. Merci, Carla. Je vais maintenant passer à travers quelques détails du programme de surveillance de biodiversité. Sur cette diapositive, nous voyons une carte du site de Chalk River et le projet de surveillance proposé, c'est le polygone orange. Il y a une région aux alentours de ce polygone qui est représentée par une ligne brisée orange. C'est l'aire d'étude locale qui donne une zone tampon de 260 mètres aux alentours de la zone. C'est important pour notre programme de suivi de biodiversité. La région qui a été considérée pour voir l'incidence du site d'enfouissement sur le biota. Les oiseaux sont des espèces qui peuvent être affectées. Nous évaluons aussi le bruit pour assurer la persistance des oiseaux chanteurs à risque. Nous proposons de les surveiller à l'intérieur de la ligne orange pour nous assurer que les espèces persistent localement. Nous proposons également 30 points de surveillance dans tout le site, des points de surveillance, les points rouges que vous voyez sur tout le site. Les espèces comme le Canada Warbler, le Wood Pewee, Golden Wing Warbler, Wood Thrush et d'autres espèces. Nous utilisons des unités d'enregistrement automatique qui enregistrent les sons des oiseaux. Toute autre espèce détectée sera également pris en note. Avec les champs audio des oiseaux, nous pourrons détecter non seulement leur présence et leur abondance, activité, mais également leur activité reproductive. Pendant l'évaluation, nous allons déployer des unités d'enregistrement 2 fois pendant la période de reproduction pour capter toutes les espèces, puisque certaines espèces reproduisent tard dans la saison. Si l'étude est faite trop tôt dans la saison de reproduction, il y a des espèces comme le Canada Warbler que nous pourrions manquer parce que l'oiseau ne sera pas arrivé au Canada à ce moment-là. Cette étude a déjà été faite en 2019. Prochaine diapositive. Ici, vous voyez le whippoorwill de l'Est, une autre espèce qui est identifiée comme étant potentiellement frappée par le projet, comme les oiseaux dont nous avons parlé pendant la diapositive précédente. Il y aura 4 points de surveillance dans la région de l'étude et 38 autres sites avec cette étude. Nous pourrons détecter des espèces nocturnes comme le whippoorwill et
d'autres espèces. Il y a un protocole de surveillance pour les oiseaux nocturnes. Nous allons utiliser ici encore des unités d'enregistrement automatique pour pouvoir voir la présence des espèces et leurs activités. Les enregistrements seront faits quand la Lune est pleine en mai et juin, comme dans le protocole. Et l'étude fait partie du programme de surveillance régulier. La dernière étude a été effectuée en 2020. Les espèces de chauves-souris. Il y a des chauves-souris à Chalk River qui ont été identifiées comme étant affectées par l'élimination de certaines aires forestières. Les études vont se concentrer sur 2 régions, la ville locale et le reste du site. Le site d'études. Dans le site d'études, nous avons mis 16 boîtes à chauves-souris. Ce sont les points bleus que vous voyez sur la carte aux alentours du site d'enfouissement. Ici, vous voyez la disposition de ces boîtes. Il y en a 2 qui sont dos à dos pour offrir une gamme de température. Ces boîtes ont été installées en 2018 et sont surveillées chaque année pour voir le taux d'occupation. Nous allons également faire une collecte du niveau d'activité des chauves-souris avec des unités d'enregistrement passif, 4 emplacements sur l'aire d'études locale et 41 autres sites dans tout le site de Chalk River. Site d'enregistrement dans le site de Chalk River. Nous allons surveiller le Myotis, le petit Myotis, le Myotis du Nord, la chauve-souris tricolore et d'autres espèces également. Les unités d'enregistrement automatique font la collecte d'appels. Chaque espèce a sa propre voix et nous pouvons utiliser l'analyse pour voir quelles espèces sont présentes. Nous utilisons le critère d'appel par heure pour évaluer l'activité de chaque espèce. Nous suivons les boîtes avec un compte visuel pour chaque boîte qui est occupée. Le projet se fait avec l'Université Trent et seulement la Myotis, l'espèce Little Brown Myotis utilise les boîtes. Les boîtes sont sur un cycle de 5 ans. Ceci fait partie du programme de surveillance routinière. Les sites d'enregistrement ont été utilisés il y a quelques années également, en 2019. Le site de Chalk River a des petites populations des tortues Blandings, étant donné l'étendue des terres occupées par ces tortues. Une grande partie de Chalk River peut être impactée. Des mesures ont donc été mises en œuvre. L'impact potentiel du projet, c'est l'élimination du habitat et d'autres problèmes. Des mesures d'atténuation ont été mises en place et des mesures de surveillance sont conçues pour assurer la persistance de cette espèce sur le site. Il y a des mesures de surveillance particulières pour Blandings turtle, même si nous suivons d'autres espèces également. Sur la carte, vous voyez que des éco-passages ont été créés en 2020 sur le site de Chalk River. Les tortues ont eu accès à ces passages
écologiques dès 2021. Ce sont des passages en béton, des genres de clôtures permanentes que vous voyez identifiées avec des croix bleues sur la carte. Si le site enfouissement sera approuvé, nous allons ajouter 4 autres passages écologiques sur le site, 3 sur la rue Plante, les croix roses, et l'une à la sortie de Bridge Lake au sud du site. Ces passages écologiques ont été placés dans les endroits où l'activité de l'espèce est élevée et où la mortalité à cause d'accidents de voiture est également élevée. Il y a également 6 monticules de nid créés en 2020 qui ont été disponibles pour les tortues dès 2021. Ces monticules artificiels pour sites de nid sont marqués par des petites boîtes rouges et tous ces sites et emplacements seront également des points de surveillance, étant donné que la tortue Blandings est une espèce en péril en vertu de la loi sur les espèces en péril. Elle sera surveillée de très près. Il y a également d'autres espèces de faune qui vont bénéficier de ces mesures d'atténuation et nous allons capter des données sur d'autres espèces également avec nos méthodes de surveillance. Par exemple, nous avons enregistré quelques autres espèces qui utilisent les passages écologiques, y compris d'autres espèces de tortues. Nous avons également vu des mammifères comme un ours, des chauves-souris, et des amphibiens et des serpents qui ont utilisé ces passages. La protection des nids est également un autre paramètre que nous allons suivre dans ce programme. Et nous allons également suivre la disponibilité de l'habitat de la tortue Blandings. La fréquence de la surveillance va dépendre de ce que nous surveillons. Il y aura des caméras qui vont prendre des photos chaque quelques minutes pendant la saison de reproduction, mais les nids seront surveillés chaque semaine visuellement, mais nous pourrons aussi établir une surveillance continue avec des caméras automatiques. Pour ce qui est de l'habitat critique, l'évaluation sera faite chaque année. Carla a parlé de la surveillance du contrôle opérationnel. Pour la tortue Blandings, les écopassages et l'intégrité des sites de nidation seront surveillés chaque année pour qu'on assure que ces sites fonctionnent comme prévu. Il y a également le serpent qui s'appelle Eastern Milk Snake. Nous le suivons parce qu'il y a un potentiel de mortalité sur les routes, comme avec la tortue Blandings. Le suivi des accidents pour le serpent. Nous allons faire des études pour détecter le taux de mortalité non seulement sur Sand Road, mais également les autres routes qui entourent le site d'enfouissement. Il y aura des clôtures temporaires autour du site d'enfouissement pendant la période de construction et il y aura pendant la période opérationnelle une clôture permanente. C'est pour que la faune ne puisse pas entrer sur le site. Mais ces clôtures s'ajoutent aux éco-passages. Nous proposons également de suivre et de surveiller l'intégrité des clôtures.
Les études de mortalité sur les routes seront hebdomadaires pendant la période active des espèces. Par exemple, pour le serpent et la tortue Blandings. Et ça fera également partie du contrôle opérationnel. Les clôtures temporaires seront inspectées chaque semaine pendant la période active et chaque année. Et les clôtures permanentes seront inspectées chaque année. L'étude de mortalité sur les routes fait partie du programme annuel régulier de surveillance. Je vais maintenant rendre la parole à Carla pour la conclusion de cette présentation. Merci, Annie. Maintenant que nous avons capté toutes ces données, une fois que nous aurons capté toutes les données, qu'allons-nous en faire? Nous avons établi un système d'évaluation à 2 volets. Le premier volet va comparer les données aux prévisions dans les déclarations d'impact environnemental. Les critères du deuxième volet incluent une comparaison des données aux conditions de base, aux jalons environnementaux, lignes directrices fédérales et provinciales sur la protection de la qualité de l'air, sur la protection de la vie aquatique, voir s'il y a un impact sur l'habitat. Est-ce que les animaux abandonnent l'habitat? Est-ce qu'il y a trop de mortalité sur les routes? Est-ce qu'on voit la population locale en déclin? Qu'est-ce qu'on verra si les critères du volet 1 et du volet 2 sont atteints, les seuils? Si un seuil au volet 1 est dépassé, on fait un rééchantillonnage si nécessaire pour confirmer la présence, par exemple, d'un contaminant dans l'environnement. Si nous pouvons confirmer que les données sont les bons, nous faisons enquête pour trouver la source de ce dépassement. Et si c'est une question de biodiversité, trouver la source du déclin de la population, augmenter la fréquence de la surveillance ou offrir un habitat supplémentaire. Si les critères du volet 2 sont dépassés, les premières étapes sont les mêmes. On regarde les données de nouveau. On fait enquête pour trouver la source du contaminant. Et c'est là qu'avec le volet 2, on commence à penser aux mesures de rémédiation. On pourrait décider d'arrêter le travail. On pourrait également décider d'augmenter la fréquence de notre surveillance, ajouter des paramètres, ajouter des sites de surveillance. L'autre chose qui est lancée, si on dépasse un critère du volet 2, c'est la surveillance des critères. Certains médias ont été évalués, mais la déclaration d'impact environnemental ne prévoyait pas de changement sur ces médias. Ceci vous montre ce que sont les médias et qu'est-ce qui lance une étude supplémentaire. Si les contaminants dans l'eau de surface ou la nappe phréatique dépassent les critères du volet 2, les sédiments pourraient être affectés et contribuer à une exposition. Ce serait à ce moment-là qu'on lance une évaluation et une étude des sédiments en aval de là où les dépassements ont été identifiés. Dans l'environnement géologique, la qualité de la terre, si les contaminants dans la nappe phréatique dépassent les critères du volet 2, ou s'il y a un déversement, on pourrait devoir surveiller le sol. Si le critère était dans la nappe phréatique, on
étudie l'eau en amont de la nappe phréatique. S'il y a un déversement, les sols sont analysés dans la région même. Si les médias sont atmosphériques, si on voit des critères qui dépassent, si le niveau des contaminants dépasse le seuil, on pourrait également devoir analyser les sols et ce sera fait dans la région où les émissions atmosphériques ont dépassé les critères du niveau 2. Dans l'environnement aquatique, les poissons et la communauté macro-invertébrée ne fait pas partie de cet environnement, mais leur étude pourrait être lancée si les eaux de surface à Perch Lake et Perch Creek ont des contaminants qui dépassent les seuils du volet 2. À ce moment-là, on commencerait à étudier les poissons, les contaminants dans les poissons dans Perch Lake et dans Perch Creek. Si les contaminants sont dans les sédiments, nous commencerions à surveiller la communauté macro-invertébrée dans les régions où les dépassements se sont produits. Sur Terre, dans un environnement terrestre, si la surveillance des espèces montre qu'il y a un impact, les études seront basées sur les espèces affectées. Et si on trouve dans les plantes, si on trouve qu'il y a des dépassements atmosphériques dans la nappe phréatique, on commencerait à analyser les plantes. J'espère que ça vous donne une idée du niveau d'adaptation du programme de surveillance. Les résultats du programme de surveillance seront signalés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire chaque année. Les résultats seront inclus dans notre rapport de surveillance environnementale intégrée. Les rapports sur Chalk River seront dans notre rapport, les résultats de Chalk River seront dans notre rapport général. Et il y aura également un rapport de surveillance particulier pour Chalk River. Mais parce que nous devons montrer que nous répondons aux critères du suivi de l'évaluation du programme de surveillance environnementale. Et à la fin du processus, les résultats se retrouveront seulement dans le rapport intégré. Nous avons une stratégie de gestion adaptive dont j'ai déjà parlé, avec les volets 1, les critères du volet 1 et du volet 2. Donc, l'interprétation quotidienne des données, l'évaluation des données, leur comparaison aux critères du niveau 1 et du niveau 2 nous permettent d'avoir une gestion adaptive parce que nous réagissons au dépassement au volet 1 et au volet 2, comme j'ai déjà décrit. L'interprétation est faite après quoi il y a des évaluations de données annuelles qui visent l'interprétation des données de la dernière année. Et toute observation que nous faisons vont mener à des actions. Nous pourrions décider d'augmenter la surveillance ou de commencer une enquête spéciale. Nous allons aussi tenir une évaluation de programme annuel qui est supposée évaluer l'efficacité de la conception du programme. Nous allons nous concentrer sur la conception du programme de surveillance ainsi que sur les changements dans le profil de risque, etc. Nous allons évaluer l'efficacité de nos stratégies de surveillance, nos procédures, notre gestion de données, notre qualité de données. Et nous allons arriver à des conclusions sur l'efficacité du programme actuel.
est-ce qu'il accomplit ses objectifs? Les observations pendant cette évaluation de programme vont mener à des améliorations. Nous pourrions recommander des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées. Nous pourrions changer les emplacements ou les paramètres de surveillance. Nous pourrions faire des études plus fréquentes si nous voyons des changements négatifs dans l'environnement ou réduire la fréquence de surveillance si on ne voit aucun effet en 5 ans. Le programme de gestion et de surveillance environnementale est donc dynamique. Il sera amélioré de façon continue et sera toujours aligné sur ce qui se passe sur le terrain. Ceci est la dernière diapositive de notre présentation. L'aspect programme de surveillance environnementale n'est qu'un volet du suivi de l'évaluation de la surveillance de son efficacité, en fait. Je vous ai parlé de la gestion adaptive qui sera appliquée au fur et à mesure que le projet d'enfouissement évolue. Le projet du plan est déjà disponible sur le site Web et nous serons très heureux d'avoir votre rétroaction. Le programme ne sera pas finalisé avant que la décision finale du Conseil de la Commission de sûreté nucléaire ne soit rendue. Notre présentation est donc finie. Est-ce qu'il y a des questions pour Annie, moi-même ou d'autres membres de l'équipe? Merci Carla, merci Annie de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois encore, si vous avez des questions, levez la main et je vais vous donner la parole. Si vous ne pouvez pas communiquer, s'il vous plaît, indiquez votre question dans la clavardage. Tapez-la dans le clavardage. Je vois une question. Je vais la poser. Pourquoi est-ce que le projet d'enfouissement ne surveille pas la qualité de l'eau de surface dans la rivière des Outaouais? Oui, je peux répondre à cette question. La qualité des eaux de surface est un aspect qui est déjà très surveillé dans notre programme de surveillance sur le site. Nous surveillons la rivière des Outaouais en amont et juste devant le site, ainsi qu'en aval. C'est peut-être pour cela qu'on n'a pas inclus une surveillance de la rivière des Outaouais dans ce programme particulier. Ce programme est axé particulièrement sur le site d'enfouissement près de surface et nous faisons une surveillance des eaux de surface à Perch Lake, à la sortie de Perch Lake, parce que c'est là qu'on verrait tout contaminant qui serait déversé dans la rivière des Outaouais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, s'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose à cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à cette réponse? Oui, je suis Martin Klukas. C'était une réponse très complète de Carla. Donc, l'étude d'impact environnemental n'a pas prévu d'impact sur la rivière des Outaouais. C'est bien ça? Merci, Martin. C'est exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si oui, vous n'avez qu'à lever la main. Si vous ne pouvez pas lever la main, sentez-vous libre de taper la question dans le clavardage.
Okay, I'm not seeing anything, so Je ne vois pas de main levée. I'll start to wrap things up, but as I'm wrapping Je vais things up, commencer à conclure. perhaps some questions will come in. Et peut-être que pendant que je conclue, quelqu'un souhaitera-t-il poser une question? Some wrap up. So again, thank you very much everyone for D'abord, merci tout le monde and spending d'avoir assisté, with us this morning. passé du temps avec The nous, environmental monitoring program. notamment sur le programme de surveillance de l'environnement. La prochaine séance aura lieu à la même heure, October 7th, and that le will jeudi focus on 7 the octobre. groundwater monitoring. Et ce sera Again, registration is donc required. axé sur la surveillance des You can do that through the nappes website, phréatiques. to register for this, Et vous pouvez donc très bien vous enregistrer, vous inscrire pour ce webinaire. Et si vous avez des questions à poser qui vous viennent à l'esprit, une fois cette vidéo affichée, eh bien, vous pouvez très bien poser la question au stakeholder et CNL ou LCN. Alors, encore une dernière petite tournée de questions. Okay, what will the project do if new species at Alors, on nous risk demande que va-t-on faire dans le cadre du projet si de nouvelles espèces à risque sont ajoutées? Merci, cette question m'intéresse. Nous passons en revue les espèces qui sont proposées en vue d'une protection supplémentaire et nous avons un plan quinquennal qui permet de prendre en compte les espèces qui sont proposées en vue d'une adjonction. Nous avons déjà une idée assez précise des espèces qui seront déjà et prochainement ajoutées. Et donc, pour ma part, je ne fais pas de distinction entre il s'agit des espèces qui sont piscicoles ou autres. Elles sont ajoutées de toute façon. Et nous faisons une surveillance assez large et nous avons cela à l'esprit. Et nous faisons aussi des prêts, nous faisons aussi des études préliminaires. Et donc, nous l'incorporons à notre étude d'impact sur l'environnement. Et donc, nous essayons d'appliquer les mesures d'atténuation. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. Cela dit, maintenant, je conclus et j'espère vous voir au prochain webinaire le 7 octobre. Bonne suite.